Toute grande maison a besoin de bon personnel. C'est ce que ma mère m'a dit alors que mon fils de 5 ans, Léo, sortait de sa boîte cadeau de Noël un lourd tablier de nettoyage industriel gris. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas bafouillé. Elle a juste esquissé ce sourire pincé et glacial en désignant le balai professionnel et sa pelle qu'elle avait emballé pour ma fille. C'est Hugo qui dirigera cette famille un jour, a-t-elle poursuivi en faisant un geste vers mon neveu, qui déballait déjà un drone à 2000 €. Il doit apprendre à commander. Tes enfants, eux, doivent apprendre leur place dès le plus jeune âge. Hugo a ricané, faisant vrombir les hélices du drone près de la tête de mon fils. Ouais, a-t-il lancé avec mépris. Assure-toi d'enlever la boue de mes bottes avant de partir. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement levée, j'ai pris les tabliers des mains perplexes de mes enfants, je les ai jetés directement dans la poubelle et je suis sortie par la porte d'entrée sans dire un seul mot. Avant que je vous raconte ce que j'ai découvert sur mon serveur le lendemain matin, et comment je leur ai fait payer ces tabliers, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le trajet du retour vers mon appartement était d'un silence terrifiant. Léo et Léa se sont endormis sur la banquette arrière avant même que nous n'atteignions l'autoroute, leurs mains serrant l'espace vide où de vrais cadeaux auraient dû se trouver. Je n'ai pas allumé la radio. J'avais besoin de ce silence pour digérer le fait que je venais de me rendre orpheline. Pendant 32 ans, j'avais été la fille parfaite, celle qui arrange tout, le filet de sécurité. Mais alors que les kilomètres défilaient, j'ai réalisé que je ne pleurais pas la perte de mes parents. Je pleurais le temps que j'avais perdu à essayer d'acheter leur amour. En arrivant à la maison, j'ai porté les enfants jusqu'à leur lit, je les ai bordés et je suis allée directement dans mon bureau. Je n'ai pas préparé de tisane. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis l'architecte paysagiste principal de l'un des cabinets les plus en vue de la capitale. Mais depuis 3 ans, je conçois en secret le projet de la cité végétale pour le cabinet familial. C'était censé être mon héritage, un immense projet de parc urbain écologique valant des millions. Mais parce que je ne m'appelle pas Julien, mon père a insisté pour que je travaille dans l'ombre pendant que mon frère assistait aux réunions. Je me suis connecté au serveur privé du cabinet. Mon plan était simple, révoquer leurs accès, apposer un filigrane sur mes créations et m'en servir pour obtenir des excuses. Mais à l'instant où mon écran s'est allumé, j'ai arrêté de respirer. Les journaux d'accès défilaient en temps réel. Quelqu'un était actuellement connecté en tant qu'administrateur. J'ai fixé l'écran, et pendant 1 seconde, ma détermination a vacillé. Pourquoi étais-je surprise? Pourquoi une partie de moi voulait-elle encore appeler mon père pour lui demander une explication? C'est la chaîne invisible du survivant. C'est une dette psychologique qu'on vous élève à croire que vous devez. Dès l'âge de 6 ans, mes parents m'ont appris que Julien était l'investissement et que j'étais la police d'assurance. Je n'étais pas seulement une sœur. J'étais la donneuse d'organes, le compte en banque, le plan de secours. Ils m'ont conditionné à croire que ma survie était un privilège qu'ils m'accordaient et que le loyer était dû chaque jour. Il y a 3 ans, mon père m'a appelé en larmes, me disant que l'entreprise allait faire faillite. Il disait qu'ils allaient perdre le domaine familial. J'ai vidé toutes les économies de ma vie, 50 000 € que j'avais péniblement amassés en enchaînant les gardes et les missions en freelance jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je leur ai fait un chèque pour sauver l'héritage familial. 2 semaines plus tard, Julien est arrivé dans un SUV de luxe flambant neuf à 70 000 €. Quand j'ai posé des questions, ma mère m'a dit d'arrêter d'être jalouse, que les apparences étaient importantes pour les affaires. J'ai ravalé cette rage. Je me suis dit que j'aidais, mais je n'aidais pas. Je payais une rançon pour un amour qui n'existait pas. Mais assise là, dans le noir, à regarder le curseur clignoter, la chaîne s'est finalement brisée. Ils avaient formé une servante, oui, mais ils avaient oublié que la servante est celle qui détient les clés du château. J'ai regardé de plus près l'arborescence des fichiers à l'écran. Le dossier principal de la cité végétale n'était pas seulement consulté, il était en cours de déplacement. J'ai regardé la barre de progression se rapprocher des 100%. Déplacer les fichiers, pas copier, déplacer. J'ai essayé d'annuler la commande, mes doigts volant sur le clavier pour lancer un verrouillage à distance, mais une fenêtre rouge a clignoté à l'écran,
accès administrateur révoqué. J'ai fixé ces 3 mots. Ce n'était pas juste un message d'erreur. C'était un avis d'expulsion. J'ai essayé les sauvegardes, corrompues. J'ai essayé le miroir sur le cloud, vide. En l'espace de 30 secondes, 3 ans de ma vie, des milliers d'heures de rendu, d'études d'impact environnemental et de schémas structurels avaient tout simplement disparu. Le projet de la cité végétale n'était pas qu'une pièce de mon portfolio. C'était un contrat de 3,5 millions d'euros que j'avais bâti de A à Z. C'était l'avenir du cabinet. Et maintenant, il n'y avait plus rien. Mon téléphone a vibré sur le bureau, sonnant contre le bois comme un coup de semonce. Je l'ai pris. C'était un message de Julien. Pas de « Joyeux Noël ». Pas de « Désolé pour maman ». Juste une photo. C'était un selfie. Il était assis à l'arrière d'une voiture de luxe, tenant une flûte de champagne en cristal, arborant ce sourire suffisant et intouchable qu'il avait sorti de toutes les amendes pour excès de vitesse et de tous les échecs scolaires de sa vie. La légende disait « Merci pour l'héritage, petite sœur. Ne t'inquiète pas, je mettrai mon nom sur le cartouche pour que ça se vende vraiment. Toi, contente-toi de balayer. » Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti un calme étrange et glacial s'installer en moi, comme si la température de la pièce avait chuté de 10 degrés. Ce n'était pas juste une reconnaissance volée. C'était une OPA hostile. Julien savait qu'il ne pouvait pas dessiner une niche, encore moins un écosystème urbain. Il avait besoin de mon travail pour décrocher le partenariat avec le Global Development Group cette semaine. Mais il ne voulait pas seulement l'argent, il voulait m'effacer. En supprimant les sauvegardes et en me bloquant l'accès, il s'assurait que je ne pourrais pas prouver que j'étais l'auteur. Il pariait sur le fait que j'étais la bonne sœur, celle qui n'attaquerait jamais sa propre famille en justice, celle qui accepterait la perte pour préserver la paix. Il pensait s'attribuer le mérite. Il ne réalisait pas qu'il venait de dégoupiller une grenade. J'ai regardé à nouveau la photo. Petite sœur. C'est comme ça qu'il m'appelait quand nous étions enfants, en détruisant mes châteaux de sable parce qu'il savait que papa se contenterait de rire en disant que je les avais construits au mauvais endroit. Il me pensait petite. Il me pensait impuissante parce que je n'avais pas son titre ou son héritage. Mais Julien a commis une erreur critique. Il avait oublié qui avait réellement construit le château. Il avait volé les fichiers, oui. Il avait volé les rendus, les plans, les données clients. Mais il n'a pas vérifié le code. Il n'a pas regardé sous la surface de la géométrie 3D. S'il l'avait fait, il aurait peut-être vu le fil de détente numérique que j'y avais enterré des années auparavant, attendant un jour exactement comme celui-ci. J'ai posé le téléphone. Je n'avais pas besoin d'appeler un avocat. Je n'avais pas besoin de supplier pour récupérer mes accès. J'avais juste besoin d'être dans la pièce quand il essaierait de vendre un produit qu'il ne comprenait pas. La panique, c'est pour les amateurs. C'est pour les gens qui croient que le monde est juste. J'ai cessé de croire que le monde était juste à l'âge de 12 ans, quand j'ai vu mes parents acheter un poney à mon frère alors que je recevais un vélo d'occasion auquel il manquait une pédale. Je n'ai pas appelé d'avocat. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas perdu de temps à hurler dans un oreiller. Je me suis avancé sur ma chaise, la lueur de l'écran se reflétant dans mes yeux, et j'ai ouvert un terminal de commande que j'avais caché sur mon ordinateur portable des années plus tôt. Julien se croyait un génie parce qu'il savait comment changer un mot de passe administrateur. Il pensait que voler les fichiers était la fin de la partie, mais il a fait l'erreur classique du parasite, il a supposé qu'il comprenait son hôte. Il voyait le projet de la cité végétale comme une collection de jolies images et d'actifs vendables. Il ne comprenait pas que c'était un système vivant, que j'avais codé de A à Z. Et parce que je savais exactement qui était mon frère, un voleur souriant, j'avais pris mes précautions. J'ai tapé une chaîne de code qui ne semblait rien avoir de spécial, juste une série de caractères aléatoires pour un œil non averti, mais à l'écran, un répertoire caché est apparu. Il n'était pas sur le serveur de l'entreprise. Il était local, enfoui profondément dans les métadonnées de la géométrie 3D elle-même. Les architectes appellent ça un filigrane numérique. J'appelle ça un interrupteur de l'homme mort. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à construire les modèles de base du projet,
j'ai intégré un script dans les fondations même de la ville virtuelle. Il est invisible. Vous pouvez faire 1000 rendus de la ville, la parcourir en réalité virtuelle, l'imprimer sur des plans, et vous ne le verrez jamais. Il reste dormant, attendant une commande spécifique pour se réveiller. C'était ma police d'assurance. Je savais qu'un jour, ma famille essaierait de me prendre ça. Je ne savais juste pas quand. J'ai vérifié le statut du script. Il était actif. Il attendait. Julien avait les fichiers, oui. Il avait la présentation prête pour le Global Development Group. J'ai consulté le fil d'actualité du secteur sur mon second moniteur. La réunion de présentation était prévue pour mardi matin à la Bourse de l'Immobilier de la Défense. C'était dans 48 heures. Il allait monter sur une scène devant des investisseurs pesant des milliards et présenter mon travail comme le sien. Il allait sourire de son sourire de gosse de riche et vendre mon âme au plus offrant. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le calme glacial que je ressentais plus tôt s'est durci pour devenir quelque chose de cassant et de tranchant. Je n'avais pas besoin de pirater leur serveur pour récupérer les fichiers. Je n'avais pas besoin d'arrêter la réunion. En fait, j'avais besoin que cette réunion ait lieu. J'avais besoin qu'ils soient sur cette scène. J'avais besoin que les lumières soient vives et que les enjeux soient incroyablement élevés, parce que le script que j'ai écrit ne se contente pas de supprimer des fichiers. Il les expose. Mais il y avait un hic. Le déclencheur n'était pas à distance. Pour éviter une détonation accidentelle, j'avais codé en dur la commande d'exécution pour qu'elle nécessite une connexion locale. Je devais être sur le même réseau Wi-Fi que l'ordinateur de présentation. Je devais être dans la pièce. Le mardi matin s'est levé avec ce genre de soleil agressif qui semble être une moquerie quand on sait qu'on marche peut-être vers sa propre exécution. Je me tenais devant la Bourse de l'Immobilier, une forteresse de verre et d'acier où les grands projets de la capitale s'achetaient et se vendaient. À l'intérieur, dans moins de 30 minutes, le Global Development Group déciderait du sort du projet de la cité végétale. Mon projet. J'ai ajusté la veste de mon tailleur, serré mon téléphone, le détonateur, et me suis dirigé vers le contrôle de sécurité. Je n'avais pas de plan B. Toute ma stratégie reposait sur l'arrogance de mon frère. Je supposais qu'il serait trop occupé à polir son ego pour se souvenir de révoquer mon autorisation d'accès au bâtiment. Je m'étais trompé. J'ai passé mon badge sur le scanner. Au lieu du bip vert familier, la machine a émis un bourdonnement grave et furieux. La lumière a clignoté en rouge. Accès refusé. J'ai réessayé. Rouge. Madame. Un agent de sécurité, un homme dont le cou était plus large que ma tête, s'est placé devant le tourniquet. Votre badge n'est pas valide. Vous devez reculer. Il y a une erreur, ai-je dit, ma voix stable malgré la chute brutale dans mon estomac. Je suis l'architecte principal pour la présentation de ce matin. Je m'appelle Chloé Moreau. Il n'a même pas regardé son écran. Le système indique que vos accréditations ont été supprimées hier. Contrat résilié pour faute grave. Vous êtes sur la liste des personnes non admises. Résilié. Julien n'avait pas seulement volé mon travail. Il avait anticipé que j'essaierais de le sauver. Il m'avait préventivement licencié de l'entreprise que j'avais aidé à construire juste pour me tenir à l'écart de cette salle. Je suis resté là, figé, réalisant la faille fatale de mon plan. L'interrupteur de l'homme mort exigeait une connexion locale. Je devais être sur le Wi-Fi interne. Si je restais sur le trottoir, je n'étais qu'une spectatrice de mon propre vol. Puis un SUV noir s'est arrêté au bord du trottoir. Les portes VIP se sont ouvertes. Mes parents sont sortis les premiers. Richard avait l'air d'un homme d'État dans son costume sur mesure. Patricia était radieuse avec ses perles et sa soie, jouant parfaitement le rôle de la fière matriarche. Et puis est venu Julien. Il a posé le pied sur le trottoir, ajustant ses boutons de manchette, ayant l'air en tout point du génie visionnaire qu'il prétendait être. Il riait. Il célébrait avant même que l'encre ne soit sèche. Puis ils m'ont vu. Il n'avait pas l'air effrayé. Il n'avait pas l'air coupable. Ma mère a même soupiré, avec un air de profonde déception, comme si j'étais une tache sur sa matinée parfaite.
Mon père a secoué la tête, se détournant pour faire entrer ma mère à l'intérieur. Mais Julien s'est arrêté. Il m'a regardé, debout derrière la ligne de sécurité, bloqué par l'agent, tenant un téléphone qui était maintenant inutile. Il a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire du garçon qui cassait mes jouets et savait qu'il ne serait pas puni. Il s'est approché des portes vitrées, a établi un contact visuel avec moi et a articulé 2 mots, « Rentre chez toi ». Puis il s'est retourné et est entré dans le hall, les portes dorées se refermant derrière lui. J'étais dehors. La présentation commençait dans 20 minutes. Il allait vendre le travail de ma vie pour 3,5 millions d'euros, et j'allais me retrouver sur le pavé avec absolument rien. Je n'ai pas discuté avec l'agent. Je n'ai pas fait de scène dans le hall. Je me suis simplement écarté de son champ de vision, j'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché un contact à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans, Marc Chevalier. Il était le développeur principal du cabinet concurrent qui enchérissait contre ma famille aujourd'hui. Il y a 2 ans, je l'avais averti d'une violation de zonage sur l'un de ses sites. Pas pour l'aider, mais parce que c'était la chose juste à faire. Il me devait une fière chandelle. J'ai envoyé un seul texto, je suis dans le hall. Je peux prouver que la propriété intellectuelle de la cité végétale a été volée. Fais-moi entrer. 2 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Chevalier en est sorti, flanqué de son équipe juridique. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas encore demandé de preuves. Il a juste regardé l'agent de sécurité et a dit, « C'est ma consultante externe. Elle est avec nous. » L'agent s'est écarté. Et voilà, les murs de la forteresse se sont effondrés. Je suis entré dans la salle de conférence à l'arrière du groupe, me glissant dans l'ombre près de la console audiovisuelle. La pièce était immense, mais tout l'oxygène était aspiré par l'homme sur la scène. Julien était dans son élément. Il se tenait devant un mur d'écran LED de 6 mètres affichant un modèle 3D rotatif de ma ville. Il avait l'air confiant, charismatique et complètement frauduleux. Cet écosystème, disait-il en faisant de grands gestes, est né d'une vision que j'ai eue il y a 3 ans. Ce n'est pas seulement de l'architecture. C'est une philosophie que j'ai cultivée. Mes parents étaient au premier rang, hochant la tête comme des chiens de tableau de bord. Ils avaient l'air si fiers. Fiers du mensonge. Fiers du voleur. J'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a survolé les paramètres Wi-Fi. Le nom du réseau est apparu, Conférence Bourse-Immo. J'ai tapé le mot de passe invité que Chevalier venait de me murmurer. Connecté. La connexion était établie. L'interrupteur de l'homme mort enfoui dans le logiciel de présentation a envoyé un signal à mon téléphone. Il était réveillé. Il attendait l'autorisation. J'ai regardé Julien une dernière fois. Il riait d'une blague qu'il venait de faire, se prélassant dans l'admiration des milliardaires. Il croyait vraiment qu'il avait gagné. Il croyait qu'effacer mon nom du fichier revenait à effacer mon existence. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Aucune hésitation. J'ai eu l'impression d'être un juge abattant son marteau. J'ai appuyé sur « Exécuter ». Je n'ai pas regardé l'écran. J'ai regardé le visage de Julien. En 1 seconde, son sourire arrogant a disparu. Ses yeux se sont écarquillés, reflétant une vague soudaine et violente de lumière pourpre. L'éclairage ambiant de la pièce n'a pas changé, mais le mur d'écran LED massif derrière lui avait pris la couleur du sang frais. Un silence stupéfait est tombé sur la salle. Les investisseurs se sont penchés en avant, mes parents se sont levés, et Julien s'est figé alors que sa brillante cité écologique disparaissait de l'écran. À sa place, un squelette de projet en fil de fer rouge clignotant proclamait en lettres capitales, la vérité. Propriété volée. Auteur, Chloé Moreau. Signature falsifiée. Projet annulé. Julien martelait sa télécommande, suppliant le technicien de réparer ça. Rien. C'est un piratage, balbutia-t-il. Non, ai-je dit en m'avançant. C'est une revendication de droit d'auteur. Je suis parti avant que le chaos n'éclate. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur les cris des investisseurs et les excuses frénétiques de ma mère.
Dans le parking, j'ai atteint ma voiture juste avant qu'un point ne s'abatte sur le capot. Mon père, les yeux exorbités et le visage pourpre de rage, bloquait ma fuite. « Tu crois que tu as gagné ?» a-t-il hurlé. « Je viens de contracter un prêt de 50 000 € en hypothéquant ton appartement grâce à ta procuration. L'argent a disparu. Tu es ruiné, à la rue. » Mais il avait oublié un détail. Le compte sur lequel il avait viré les fonds nous appartenait à tous les deux, un compte joint, et j'avais déjà déplacé l'argent. « Tu n'as pas sauvé Julien, lui ai-je dit. Tu m'as payé. » Il m'a regardé, abasourdi, pendant que je m'éloignais. Dehors, la lumière du soleil frappait le pare-brise. J'avais 50 000 €, une offre d'emploi qui m'attendait, et enfin, une vie que personne d'autre ne contrôlait.